Bonjour, Madame la conseillère d'État, Madame la chef de l'Office cantonal de l'égalité et de la famille, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à faire cette présentation. Merci de la part de l'Office fédéral de la statistique qui a participé à cette entreprise du Conseil fédéral. Prochaine slide, s'il vous plaît. Où est-ce que j'ai un... OK. Alors à la suivante. Je vous dis suivant. OK, voilà, c'est bon. Alors, ce que je vous présente, c'est le rapport statistique sur les familles. C'est en fait le rapport du Conseil fédéral est constitué de 3 parties. Le rapport du Conseil fédéral lui-même, je pense que M. Höpflinger y fera allusion cet après-midi, il y a participé. Une annexe statistique que je vous présente maintenant, qui est un volume séparé, et une annexe sur le reporting dans les cantons qui vous sera présenté par Mme Stutz tout à l'heure, juste après moi. Le rapport statistique comprend 120 pages, c'est un volume A4 comme ça, 130 graphiques, je vais vous en montrer quelques-uns. Il existe en allemand et en français, il peut être téléchargé gratuitement sur le site de l'Office fédéral de la statistique. Et il existe en version print aussi, bon là il faut le commander et payer un petit peu. Comme le rapport contient énormément de choses, 13 chapitres qui vont dans le détail de beaucoup de thématiques et qui montrent à peu près en gros ce que l'Office fédéral de la statistique sait, c'est entre guillemets sur les familles, la vie de famille, je ne vais pouvoir aborder que certains aspects. Et j'espère que ça pourra vous intéresser. Une chose, c'est que la période de référence pour le contenu de ce rapport, c'est la période 2012-2014. Pas tout à fait 2018, donc, mais je dirais que ce n'est pas des données obsolètes. Les phénomènes sont assez stables dans le temps, donc ça demeure intéressant de nos jours. Suivante. Là, je commence par un survol, une description des types de familles qu'on a en Suisse, c'est en Suisse en général. Ce que vous voyez là, c'est la répartition en types de ménage et des personnes selon le type de ménage dans lequel elles vivent. Et si on commence par en bas et en plus clair, 35% des ménages sont des ménages de personnes seules, mais ça ne représente, si vous regardez à droite, même couleur, que 16% de la population. 28% sont des couples sans enfants. Et là, ce n'est pas seulement des jeunes couples, mais c'est aussi des couples de personnes plus âgées dont les enfants ont quitté le nid, ce qu'on appelle le nid vide, et qui représentent 25% de la population, le quart. Les ménages avec enfants de moins de 25 ans, c'est ceux qui vont nous intéresser maintenant dans ma présentation. C'est 30% des ménages et à peine plus de la moitié de la population. Et puis ensuite, on a d'autres types de ménages. Par exemple, les autres ménages familiaux, si vous vous demandez, c'est des ménages dans lesquels se trouvent essentiellement des enfants, par exemple, de plus de 25 ans. Et ça peut être, par exemple, un enfant relativement âgé qui vit avec ses vieux parents. La suivante, s'il vous plaît. Là, vous voyez quelque chose qui est entouré en rouge. Diapo suivante. On zoome sur cette partie en rouge, c'est les ménages avec enfants de moins de 25 ans. Pourquoi les enfants avec de moins de 25 ans? C'est un standard international et c'est aussi la manière dont les rapports, donc il y a des rapports qui ont précédé celui-ci. Depuis 2004, le département fédéral de l'Intérieur a publié un rapport sur les familles. Il y en a eu un autre à l'Office fédéral de la statistique en 2008. Toujours, les familles avec enfants, c'est moins de 25 ans parce que par convention, on estime que les enfants de moins de 25 ans, s'ils sont encore chez leurs parents, c'est probablement qu'ils en sont encore dépendants financièrement, ce qui n'est évidemment pas vrai dans tous les ménages. Et avec certaines enquêtes, on peut distinguer, dans d'autres, on ne peut pas. Voilà. Donc, ces ménages avec enfants de moins de 25 ans, vous voyez qu'ils subdivisent
la grande partie très claire, 75% couples mariés avec leurs propres enfants. On va vers les couleurs un peu plus foncées. Ensuite, 4,8% des familles de couples avec enfants, mais les parents sont en union libre. Ensuite, des familles recomposées dont les couples de parents sont mariés, des familles recomposées, couples en union libre, et vous voyez que ça, c'est ensemble à peu près 5% des ménages. Et vous voyez que là, plus souvent, les parents ne sont pas mariés quand il s'agit de familles recomposées. Les mères seules, 12%. Les pères seuls, qu'est-ce que c'est 2% à peu près. Donc ensemble, 14%. Des ménages avec enfants. Suivante. Juste pour donner une idée, là, on zoome sur les ménages monoparentaux. Et on les compare avec les ménages de couple. Donc, je vous le montre parce que j'ai eu quelquefois la question, mais pourquoi est-ce qu'avec un taux de divorcialité de 40% en moyenne ces dernières années, on n'a que 15% des ménages qui sont des ménages monoparentaux, respectivement 6% de tous les ménages en Suisse. La réponse tient à plusieurs facteurs. L'un, c'est que les divorces ont tendance à avoir lieu de plus en plus tard, donc ils impliquent de moins en moins d'enfants mineurs ou des enfants plus âgés. Et que, la période monoparentale est en moyenne relativement brève. On a un stéréotype de ce qu'est un ménage monoparental, mais en fait, c'est une catégorie assez large. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que la majorité à gauche, la majorité des ménages monoparentaux ne comprennent qu'un seul enfant, alors que c'est une minorité dans les ménages de couple. Merci. Et ça, oui, voilà un pointeur, oui, ça marche. Alors que dans les ménages de couple, c'est moins le cas. C'est évidemment dû au fait que le ménage monoparental succède la plupart du temps à un ménage de couple. Et conséquence aussi, là, l'enfant le plus jeune dans les ménages monoparentaux est en moyenne plus âgé que dans les ménages de couple. Simplement pour qu'on ait une idée de la démographie de ce groupe-là. Ce qui veut dire que le ménage monoparental, c'est un stade transitoire, comme tous les ménages avec enfants, mais qui se termine soit par la recomposition de la famille, soit par le fait que les enfants deviennent adultes et quittent le ménage. Suivante. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette distribution de ménages? Là, je vous montre l'évolution de 1970 à 2012-2014. Et vous voyez des courbes, comme en économie, avec l'indice 100 en 1970. Et quel est le type de ménage qui a explosé? C'est ménage de personnes seules, triplé. Il faut se rappeler que ces évolutions sont aussi liées au vieillissement de la population. Ménage de personnes seules, c'est par exemple, donc il y a le nid vide, et puis ensuite, pour passablement de personnes, surtout des femmes, le veuvage, seul en fin de vie. Évidemment, il y a d'autres conditions cadres, par exemple le fait que le logement pour personnes seules est plus accessible, on en trouve plus. On a plus les moyens qu'avant. Autres types de ménages qui ont augmenté, qui ont doublé à peu près, c'est d'une part les couples sans enfants, même raison que tout à l'heure, que je viens de mentionner, et puis les ménages monoparentaux. Et puis enfin, ces ménages de couples avec enfants de moins de 25 ans, stagnation depuis 1970. Et on en arrive, évidemment, avant c'était beaucoup plus. Maintenant, la proportion de la population en ménage avec enfants, c'est la moitié de la population. Suivante. Juste une petite remarque.
le PowerPoint qui est imprimé là, je le regrette, je suis désolé. Hein. Je l'ai envoyé la semaine passée, il a été imprimé dans l'état de la semaine passée et je l'ai révisé un tout petit peu depuis. Donc, dans certains cas, ce n'est pas tout à fait la même succession de diapos. Si ça vous intéresse, je vous envoie la version à jour sur demande. Là, un petit saut prospectif. Les jeunes âgés en 2013 de 20 à 29 ans, combien d'enfants souhaitent-ils? Ceux qui n'ont pas d'enfants. Et qu'est-ce qu'on voit? Ceux qui ne veulent pas d'enfants, ceux qui veulent un seul enfant, c'est une très petite minorité. Pour les hommes comme pour les femmes. 2 enfants, plus de 60% se retrouvent là. Donc on a un modèle quand on est jeune de ce qu'on veut faire de sa vie du point de vue familial, c'est en majorité la famille avec 2 enfants, et puis tout de même passablement de gens, hein, 25%, 3 enfants ou plus, grande famille. Suivante. À dire aussi que c'est indépendant chez ces jeunes du niveau de formation. Hommes-femmes pareil, niveau de formation, c'est à peu près pareil. On avait fait l'exercice en 1994-1995 avec la même question, c'est-à-dire il y a combien? Ça fait quoi? 20 ans, 30 ans presque. Les résultats étaient à peu près les mêmes, donc c'est stable. Hein. On veut, quand on est jeune, une famille avec 2 enfants. Maintenant, jetons un coup d'œil en arrière et regardons les femmes qui avaient 50 à 59 ans au moment de l'enquête, en 2013. Et selon leur niveau de formation, combien d'enfants ont-elles eu? Et là, on voit que c'est très différent. Pressez encore une fois sur la touche, s'il vous plaît. C'est très différent des souhaits des jeunes. Et on voit donc que 3 enfants et plus, oui, ça s'est réalisé assez bien. Celles qui voulaient vraiment une grande famille, peut-être d'autres aussi hein, qui ont révisé leur avis. 2 enfants, c'est beaucoup moins que ce qui était souhaité, ou ce qui est souhaité. 1 enfant aussi, hein, beaucoup plus de femmes qui en restent à un seul enfant. Et puis alors, pas d'enfant du tout. C'est le cas de 16% des femmes de niveau de formation primaire ou secondaire et 30% au niveau tertiaire. Et ça nous donne des indications. Déjà, est-ce qu'on peut comparer les souhaits aujourd'hui des jeunes de 20 à 29 ans avec les enfants que les femmes ont eus? Et ça, c'était dans le passé. Dans une certaine mesure, oui, parce que comme je vous l'ai dit, en 1995, les souhaits de ces générations-là, hein, celles qui ont 50-59 ans maintenant, c'était au moins 2 enfants. Elles n'ont pas toutes réalisé leurs souhaits. Donc, on voit qu'il y a une révision à la baisse du nombre d'enfants qu'on a pour différentes raisons. Et on voit aussi donc cette différence selon le niveau de formation. Et on sait évidemment que de plus en plus de femmes se forment au niveau supérieur, un niveau tertiaire. Suivante. Là, c'est simplement un petit détour par un des facteurs. Ici, vous voyez la part des femmes qui avaient moins de 30 ans à la naissance de leur premier enfant. Et selon leur niveau de formation de nouveau. Et vous voyez qu'il y a toujours eu une différence. Hein. Les femmes de niveau tertiaire sont moins nombreuses à avoir un premier enfant à moins de 30 ans que les autres. On peut évidemment imaginer quelle est la raison, hein, la prolongation des études, le début de la carrière. Et ce qu'on voit aussi, c'est un trend descendant. Plus les générations sont jeunes, moins les femmes ont tendance à avoir un enfant avant 30 ans. Hein. Et ça s'exprime aussi du point de vue de l'âge moyen à la naissance du premier enfant. Là, c'est pour les mères mariées, c'est une question technique, hein, c'est plus facile à calculer, mais bref. En 1980, c'était 26 ans, un peu plus, et maintenant, c'est presque 31 ans. Donc là, on le voit clairement.
Je vous mets aussi un petit truc, une petite digression. Naissance hors mariage, en 1980, moins de 5%, actuellement presque le quart. Ce qui ne veut pas dire que les parents ne vont pas se marier après la naissance du premier enfant. Suivante. Là, on fait un petit détour par une comparaison internationale pour montrer où en est la Suisse par rapport à un certain nombre de pays européens, voisins et autres. Et c'est l'indicateur conjoncturel de fécondité, ça veut dire aux conditions d'aujourd'hui, combien les femmes ont ou auraient d'enfants au cours de leur vie. En Suisse, je crois que c'est assez généralement connu, c'est à peu près 1,5 et ça fait longtemps que ça oscille dans cette zone. 30 ans ou moins. L'Union européenne, on est très proche de la moyenne. Par contre, vous voyez qu'on est très loin de la France qui est championne dans ces pays-là à 2 enfants par femme. Suède aussi, Pays-Bas, Danemark sont des pays à natalité plus haute. Et puis les pays voisins, l'Allemagne c'est tout près, l'Autriche aussi, l'Italie c'est en dessous, et le Portugal aussi, l'Espagne aussi. Donc on a une indication, on peut commencer à se faire des idées sur comment, pourquoi, etc. Juste un complément, pour le remplacement des générations, il faudrait que les femmes aient 2,1 enfants par femme. Donc ça indique qu'en Suisse, avec uniquement les enfants qui sont nés de personnes qui résident en Suisse, on n'atteint pas le remplacement des générations. Et il y a aussi une grosse différentielle entre les femmes suissesses et les femmes étrangères en Suisse. Les Suissesses, c'est 1,4, alors que la moyenne, c'est 1,5. Les personnes de nationalité étrangère, les femmes en Suisse, c'est 1,9, avec des grosses variations selon les nationalités. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que la prochaine génération, c'est-à-dire les descendantes de ces étrangères qui ont une forte nationalité, vont aligner leur natalité sur la moyenne suisse. Suivant. De nouveau, un point de vue prospectif. Les jeunes qui n'ont pas encore d'enfants, 25 à 39 ans, femmes et hommes, c'est-à-dire ceux qui sont dans la phase où ils pourraient fonder une famille, qui n'ont pas encore d'enfants et qui estiment qu'un enfant aurait des effets négatifs sur leur perspective professionnelle. Alors, vous voyez d'assez fortes différences hommes-femmes, c'est hommes-femmes, hommes-femmes, et puis des différences selon le degré de formation. Et qu'est-ce qu'on voit? Les femmes se font beaucoup plus de soucis que les hommes, et elles se font un peu plus de soucis quand elles sont très bien formées. Mais étonnamment, les hommes se font quand même aussi du souci. Ben voilà. Suivante. Allons regarder aussi un peu plus dans le détail la même question, mais cette fois regroupée hommes-femmes et regroupée selon les attendez, est-ce qu'on a ici? Donc les femmes sont en orange clair et foncé. Les couleurs claires, c'est degré de formation inférieur, c'est-à-dire inférieur, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est simplement jusqu'au niveau secondaire, et degré tertiaire, les couleurs plus appuyées. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Quel est le facteur principal parmi ceux sur lesquels on a posé des questions? C'est la qualité de la relation avec le ou la partenaire. Et c'est partagé par les hommes et par les femmes, un peu plus par les personnes de niveau de formation tertiaire. Dans les autres sujets de préoccupation, ici, le partage des soins aux enfants. Et vous voyez que les femmes sont plus préoccupées que les hommes, et elles le sont plus si elles ont un niveau de formation tertiaire. Là, les possibilités de garde pour les enfants, qui est un souci pour elles quand elles envisagent d'avoir un premier enfant, plus que les hommes. Les hommes, eux, par contre, c'est de nouveau les conditions de travail, là. Peut-être qu'il y a parmi eux des étudiants qui se demandent comment ils vont nourrir plus tard la famille s'ils en font une.
Suivante. Là, on passe à autre chose, directement à comment les partenaires se partagent le travail rémunéré dans le couple selon qu'ils ont des enfants de moins de 25 ans dans le ménage ou pas. Et là, on prend les partenaires qui ont les deux entre 25 et 54 ans, c'est-à-dire la période dans laquelle on a des enfants. Et donc, à gauche, avec enfants, à droite, sans. Donnez un petit coup sur la... Merci. Non, pardon. Alors là, il manque quelque chose. Ça ne fait rien. Les 4 premières catégories, je voulais les entourer ici. C'est les modèles les plus répandus. Hein. Et là, c'est des modèles dans lesquels, à chaque fois, l'homme est à plein temps. Mais dans le premier cas, c'est la femme sans activité professionnelle, en très clair. Ensuite, un peu plus foncé, c'est la femme à temps partiel, mais moins de 50%. Un peu plus foncé, l'homme à plein temps toujours et la femme à temps partiel, entre 50 et 90% d'emploi. Et puis, en orange très appuyé, les deux partenaires à plein temps. Et voyez l'effet des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Sans enfants, c'est rare que la femme soit sans emploi du tout. Avec enfants, ça devient assez important. Les petits temps partiels explosent. Les moyens temps partiels sont importants. Et puis, alors, les deux à temps plein, ça se réduit fortement. Donc, l'effet d'avoir des enfants sur l'emploi des femmes. La suivante. Maintenant, ça, c'était la réalité. Si on demande... Ah, non, alors je suis désolé, mais ça, c'est l'ancienne version de la... du PowerPoint. Est-ce qu'il y a encore une possibilité de rattraper ou est-ce que j'improvise? La technique. Vous devez avoir la version récente et ça devrait être assez facile de charger la bonne. Hier, on m'a assuré qu'elle était là, qu'elle était chargée, et c'est celle qui se termine par finale. Si c'est possible de très rapidement faire ça, c'est simplement parce qu'il y aura un peu plus de logique dans le déroulement des... Bon. Écoutez, sinon, entre-temps, remettez la diapo sur laquelle on était, c'était la numéro 14, et puis on va broder. Oui. C'est de toute façon intéressant, et je vous l'aurai montré, mais plus tard. Quand on parle de qui fait quoi dans le ménage, hein, avant c'était travail rémunéré, là c'est les tâches domestiques, qui les accomplit selon l'âge de la femme et la présence ou absence d'enfants dans le ménage. Hein. Âge, c'est ici, hein, plus âgé, 45-54, qu'est-ce que c'est, 35-44 et 25-34. Et ce qu'on voit, c'est d'une part que le fait d'avoir des enfants augmente la part de ménages dans lesquels c'est la femme qui s'occupe principalement. Ça ne veut pas dire seule. Hein. Le mari passe peut-être l'aspirateur ou il fait autre chose. Mais bon, principalement. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est quand même... presser un coup sur c'est quand même un trend descendant, c'est-à-dire que les choses s'améliorent, hein, ça dépend comment on juge les choses. Avec les générations, ça devient lentement un peu moins inégalitaire dans les générations plus jeunes. Lentement. Malgré le fait que chez les jeunes, les enfants sont plus jeunes, donc il y a plus à faire dans le ménage. Suivante. Qui s'occupe des enfants? C'est bon, là je crois qu'on est en train de reprendre le fil. Donc là, avant, c'était
qui s'occupe des tâches ménagères, maintenant, qui s'occupe des enfants, les opinions. Alors ça, c'est intéressant. La population générale, 25-80 ans, on leur fournissait l'affirmation « les femmes savent mieux s'occuper des jeunes enfants que les hommes ». Qui est d'accord? Et vous voyez, selon les hommes et les femmes, selon le niveau de formation, ce que je voulais vous montrer, je regrette, hein, c'était une comparaison avec 1995. Mais bref, ce que vous voyez, c'est que les hommes sont plus traditionnels, traditionnalistes, et ça, c'est très général sur la plupart des opinions à propos de la famille et des rôles de genre. Et les femmes, vous voyez, là, ça dépend beaucoup du niveau de formation, vous voyez la différence. Chez les femmes, c'est à peine 30% des femmes de formation tertiaire qui pensent que les femmes savent mieux s'occuper des petits-enfants que les hommes. La différence que j'aurais voulu vous montrer avec 1994-95, c'est que ça a évolué en gros de 15% en 20 ans. Donc là aussi, les choses évoluent, mais au rythme suisse. Hein. Suivante. Là, c'est la réalité dans les ménages de couple. Donc là, c'était au niveau des opinions. Hein. Et puis, j'ai pris un indicateur qui est assez clair, c'est qui reste à la maison quand les enfants sont malades. Et en jaune, en bas, c'est la femme. Et vous voyez, c'est quel que soit le nombre d'enfants, 80%, c'est la femme qui s'y colle. Donc là aussi, on voit qu'il y a un décalage entre les opinions, hein, ici, et ce qui se passe dans les ménages. Suivante. Toujours autour de cette thématique, le nombre moyen d'heures consacrées à l'activité professionnelle et au travail, d'une part, travail domestique et familial, d'autre part, activité professionnelle en clair, travail domestique et familial ici, pardon, les femmes, les hommes, et c'est de nouveau 25-54 ans, selon le type de ménage. Et alors là, je ne vois pas très bien, je ne suis plus très bien, mais bref, moyenne suisse, alors vous voyez que les femmes consacrent en moyenne beaucoup plus. Vous m'entendez toujours sans le micro? Oui. OK. D'heures au travail domestique et familial que les hommes. Elles travaillent moins, les hommes travaillent plus, mais dans l'ensemble, la charge de travail est à peu près égale. Et la charge de travail est à peu près égale entre les hommes et les femmes, hein, le cumul, quel que soit le type de situation familiale. Là, ce que vous voyez, c'est avec enfants, hein, c'est là que la charge est maximale, elle dépasse 60 heures par semaine pour les hommes et pour les femmes, avec une très inégale répartition entre le travail rémunéré et le travail domestique et familial. Et chez les parents seuls avec enfants, c'est à peu près du même tonneau. Vous voyez aussi le décalage entre hommes et femmes. On va zoomer ensuite sur ce groupe-là. Ici, on a relativement peu de cas et c'est difficile d'avoir des résultats fiables. Suivante. Non, ça c'est de nouveau le... Il n'y a toujours pas moyen de changer le PowerPoint. Je l'ai envoyé hier, hein, la dernière version, désolé. Bon, et elle n'est pas dans l'ordinateur? Alors on revient et puis on fait comme ça. Encore. Oui, voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était, et qui manque là, c'était chez les ménages de couple, la charge totale en fonction de l'âge du plus jeune enfant. Et là, on voit qu'elle est énorme quand les enfants ont entre 0 et 3 ans. C'est plus de donc en moyenne, quand on a couple-enfant, c'est 60 heures par semaine, un peu plus. Enfant de 0 à 3 ans, c'est plus de 70 heures par semaine. Puis ensuite, ça baisse, mais le travail et les hommes modulent passablement
le travail domestique et familial, c'est-à-dire avec des jeunes enfants, je n'ai pas le chiffre maintenant parce qu'il n'est pas là, c'est de l'ordre de 20 heures et puis ensuite ça diminue. Il module assez peu le travail à l'extérieur, mais donc on ne sait pas si c'est l'effet jeune enfant ou si c'est l'effet de génération, c'est-à-dire les jeunes hommes travaillent quand même un peu moins que les hommes plus âgés, et c'est probablement aussi parce qu'ils cherchent plus que les hommes plus âgés à avoir un temps partiel. Écoutez, sinon on s'arrange, hein, je connais le sujet. Monsieur, Oui? vous pourriez quand même rester un peu plus près du micro, sinon pour la traduction. Oui, ou bien alors je le tourne quand je... Comme vous voulez, mais ça serait quand même bien que vous restiez plus près, parce que sinon... Pour la traduction, hein? Oui, d'accord. Plus fort que le reste. Vous me rappelez si je vous lis, mais oui. Hey, magnifique, merci. Où est-ce qu'on... Ah oui, voilà. Je crois qu'on en était resté là. Alors, non, la précédente, la 14, je crois. On en était resté à la 14. Ça, c'est laquelle? J'arrive pas à lire depuis... Oui, ok, parfait. Alors, les opinions sur la répartition optimale du travail dans les familles avec enfants en âge préscolaire. On avait vu avant la répartition réelle. Maintenant, optimale, c'est-à-dire si vous pouviez faire comme vous voulez, qu'est-ce que vous préférez? Homme-femme. Alors, ce qu'on voit, c'est un pic ici, c'est les deux à temps partiel. Hein. Attendez que je retrouve ça ici. Oui. De nouveau, selon le niveau de formation, donc on a un premier pic, c'est les deux à temps partiel, qui est un modèle souvent préféré par les personnes de niveau de formation au niveau primaire ou secondaire. Et puis un très gros pic ici, c'est le temps partiel pour les deux partenaires. Quand on a des jeunes enfants, et là on a une assez forte différentielle homme-femme, les femmes sont en plus clair, et on voit que plus de 60% des femmes souhaiteraient un modèle, les deux à temps partiel, mais quand même beaucoup d'hommes aussi. Hein. La majorité relative. La suivante. Maintenant, on ne s'occupe plus de la différence homme-femme, mais de la différence entre les souhaits et la réalité sur la même question, c'est-à-dire situation souhaitée en foncé et l'expérience vécue en... Pardon, c'est bien... Non, l'idéal. La situation idéale en clair et la situation vécue. Alors, la situation vécue, c'est clairement ce qui reflète la réalité suisse. C'est l'homme à temps plein, la femme à temps partiel, plébiscité par passablement de monde. Et ici, en général, la moyenne de ceux qui préféraient le temps partiel pour les deux est le taux de ceux qui le réalisent actuellement, c'est 9%. Donc ici, un différentiel énorme entre ce que la moyenne des gens souhaitent et leur situation véritable. Les gens voudraient, quand ils ont des petits-enfants, travailler les deux à temps partiel, très souvent. Voilà. Suivante. Le nombre moyen d'heures, on a vu ça, on continue. Oui, là, c'est ce que je vous disais avant, selon le nombre d'enfants. Et puis, vous voyez que chez les hommes, l'investissement dans le ménage diminue avec l'âge de l'enfant et que le travail, par contre, c'est à peu près toujours pareil. Les femmes, le travail augmente un petit peu et donc le travail rémunéré et le travail à la maison diminuent. Suivante. Celle-là, on l'a vu, hein, voilà. Qui s'occupe des enfants? On l'a vu, on continue. Et maintenant, on a une petite digression, parce que c'est important aussi en ce qui concerne la vie familiale, le travail de care. Hein. Des personnes, ici, on a choisi la génération 55-64, parce que c'est souvent les personnes qui sont confrontées en même temps au travail rémunéré, pas encore l'âge de la retraite, mais déjà des parents âgés dont il faut peut-être s'occuper en dehors du ménage. Le travail de care ici, attendez que je retrouve mes papiers.
C'est ce que vous voyez là, hein, c'est-à-dire la garde des enfants à l'extérieur, les soins, travaux ménagers à l'extérieur, par exemple chez les vieux parents, les soins à des personnes qui ont besoin de soins, mais ça peut aussi être à l'intérieur du ménage. Ce qu'on voit ici, c'est que, donc, en fonction du taux d'emploi, les personnes à plein temps réalisent moins de travaux de care que les personnes non occupées, mais surtout, on a une très grosse différentielle homme-femme, ce qui corrobore le stéréotype qu'on connaît, c'est-à-dire que le travail de care est essentiellement réalisé par les femmes, au moins avant l'âge de la retraite. Après, ça change un petit peu parce que les grands-papas qui ont pris leur retraite s'occupent un peu plus de leurs petits-enfants. Suivante. Passons à un autre aspect important, hein, du point de vue des familles, de la politique familiale, l'accueil extrafamilial. Alors, c'est pour les enfants de moins de 13 ans, ça c'est le compte ou la proportion des ménages qui ont recours à un accueil extrafamilial au moins une fois par semaine, indépendamment de la durée. La couleur de fond indique le recours, la combinaison de deux types de garde à l'extérieur. C'est la garde institutionnelle et la garde non institutionnelle. Et la combinaison n'est pas forcément le cumul des deux, mais il y a les gens, par exemple, qui ont les enfants un jour chez les grands-parents, le lendemain à la garderie, et puis combiné, ça fait tel et tel taux. Alors, ce qu'on voit, le Valais, je vous l'ai mis ici parce qu'on peut l'isoler, c'est un des rares cas dans le rapport famille où on a régionalisé. On pourrait le faire, mais c'est une question d'investissement dans les analyses. Le Valais est dans la très bonne moyenne suisse, avec un recours total de 56% des ménages avec enfants de moins de 13 ans, contre 57% moyenne suisse. Et puis, garde non institutionnelle, c'est-à-dire c'est les parents, les grands-parents, les voisins, y compris les mamans de jour, mais celles qui n'ont pas d'attache institutionnelle. 36% au Valais, 36% en Suisse. Garde institutionnelle, c'est tout ce qui est institutionnalisé, y compris des mamans de jour qui sont en réseau avec une organisation, etc. Valais, 35%, Suisse, 33%. La suivante. Là, c'est quel type de ménage a recours à l'accueil extrafamilial selon la combinaison de travail rémunéré des parents. Et là, regardons uniquement les colonnes en grenat qui sont le total, le recours total, le reste c'est moins intéressant. Alors ce qu'on voit, c'est que les deux parents à temps partiel ou les deux parents à temps plein, ou l'un à temps plein, l'autre à temps partiel, les taux sont d'un peu plus de 60%, près de 2/3. Il n'y a que dans le cas de père à temps plein et la maman sans emploi que le taux de recours est beaucoup plus faible, moitié, 30 et quelques pourcents. Donc on voit que sitôt que la mère travaille, quel que soit son taux d'emploi, le recours est important. C'est vraiment seulement dans des cas où la maman ne travaille pas du tout qu'on a moins besoin de ce type de soutien. Suivante. Encore une comparaison internationale pour placer la Suisse un peu en perspective. Et là, c'est les enfants de moins de 3 ans. Maintenant, on prend le point de vue des enfants, pas des ménages. Et selon le nombre d'heures de garde institutionnelle. Un mot sur ces comparaisons internationales, c'est souvent difficile de faire des comparaisons 1 à 1 avec les données suisses parce que les manières de regrouper les catégories sont différentes. C'est pour ça qu'ici, on parle des enfants, les enfants de moins de 3 ans. Mais ce que vous voyez, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que la Suisse est championne du recours à la garde non institutionnelle. Par rapport aux pays, c'est toujours la même série de pays.
Non institutionnel, ça veut dire la famille, etc. On soupçonne que derrière ce chiffre, il y a beaucoup les grands-parents. Et effectivement, les grands-parents, quand on leur demande, il y a une question d'opinion, pensez-vous que lorsque les enfants en ont besoin, les grands-parents doivent s'occuper de leurs petits-enfants? Une grande majorité des personnes âgées disent oui. Donc c'est une institutionnalisation de la garde non institutionnelle. Je ne vous montre pas l'équivalent pour la garde institutionnelle. Là, la Suisse est à peu près dans la moyenne européenne. Mais est-ce que vous voyez, par exemple, un champion de la garde, pas de garde non institutionnelle, Danemark, Suède, ces enfants vont à peine donc, chez leurs grands-parents, on suppose, hein, je ne suis pas allé voir derrière le rideau, mais ils ont une garde institutionnelle très importante. Et la Suisse, donc le taux de garde institutionnelle est assez important, c'est de l'ordre de 60%, mais la durée de la garde institutionnelle est beaucoup moins que la moyenne européenne. C'est des gardes, dans pratiquement tous les cas, moins de 30 heures par semaine, et souvent beaucoup moins. La suivante. Toujours dans le même registre, on passe du passé au présent et puis des opinions aux faits, aux réalités. Quand on dit aux gens un enfant en âge préscolaire souffre du fait que sa mère travaille, qui est d'accord? Et c'est là qu'on fait la comparaison. Avec 1994-1995, pressez encore une fois sur la touche, s'il vous plaît. Oui, voilà. Donc la grosse flèche bleue, c'est la différentielle homme-femme aux deux époques. Et puis, donc, vous voyez les hommes, 94, 2013, il y a une baisse, je vous le disais, 15%. Les femmes, la même chose. Et puis, différentielle homme-femme importante. Une évolution dans les représentations à propos de est-ce que c'est OK que la maman travaille quand les enfants sont jeunes. Suivante. Maintenant, on prend uniquement 2013, les hommes et les femmes ensemble, et puis on regarde selon certaines catégories. Est-ce que vous arrivez à lire là, ce qui se passe ici? C'est bon? OK. Alors, en fonction de la génération, alors vous voyez que les 45-54 ans sont plus d'accord que l'enfant souffre si sa mère travaille que les plus jeunes, 25-34 ans. Hein. On a cette baisse ici. Un autre critère, c'est est-ce que la maman de la personne qui répond travaillait quand la personne qui répond était enfant? Donc c'est référence à la situation familiale antérieure. Et si la maman n'était jamais active, alors ils sont plus d'accord que c'est problématique. Selon l'opinion politique maintenant, et entre à droite on est beaucoup plus d'accord, à gauche on est beaucoup moins d'accord. Logique, hein, mais on a des chiffres. Et puis, personne croyante du point de vue religieux, personne non croyante ou peu croyante. Donc, dans les milieux religieux croyants, on est beaucoup plus d'accord que oui, la maman doit être à la maison. Voilà. Suivante. Là, on passe aux questions financières, sans passer par des chiffres de revenus, mais là, c'est un très bon proxy, c'est le sentiment subjectif des gens qui déclarent que leur ménage a de la peine à joindre les deux bouts ou n'a aucune peine à joindre les deux bouts selon le type de ménage. Alors, les bleus, c'est les personnes seules de moins de 65 ans et les couples sans enfants où les deux ont moins de 65 ans. Et vous voyez, ils sont peu à avoir des problèmes pour joindre les deux bouts et ils sont beaucoup à avoir de la facilité, une bonne situation financière qui fait qu'ils n'ont pas de problème. Le type de ménage qui sort du lot, c'est celui-ci ici, c'est les ménages monoparentaux. Près de 30% qui ont
29% qui ont de la peine à joindre les deux bouts, 24% qui ont de la facilité. Et puis ensuite, selon le nombre d'enfants, et on voit là les couples, le problème augmente un peu et puis il devient un peu plus important à partir de 3 enfants, mais pas plus que pour les personnes vivant seules. Donc, ce qu'on voit ici, c'est quelque chose qui corrobore ce qu'on peut dire avec des chiffres. Je ne voulais pas vous assommer de chiffres, c'est plus compliqué, mais c'est dans le rapport famille. Un type de ménage a de la peine. Par contre, et puis on voit aussi qu'il y a des ménages dans les deux catégories. Évidemment, les gens qui sont bien lotis et d'autres moins, c'est la Suisse. Suivante. La Suisse, l'Occident, le monde. Une autre manière de voir un peu les mêmes problèmes, là, c'est le taux de pauvreté avant et après transferts sociaux. Donc, ça vous montre deux choses. C'est le taux de pauvreté total avant transferts sociaux selon les types de ménages et l'effet des transferts sociaux pour réduire le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté, c'est la pauvreté absolue définie dans les cantons par les conférences de, qu'est-ce que c'est, enfin les affaires sociales. C'est un taux de pauvreté absolu. Et ce qu'on voit, c'est que avant transfert, bon déjà la moyenne suisse ici, avant transfert, les ménages qui explosent, c'est les ménages monoparentaux, et puis de nouveau ceux qu'on voyait avant, les personnes seules de, est-ce que c'est eux, personnes de moins de 65 ans vivant seules. Et puis ensuite, selon le nombre d'enfants, alors selon l'âge du plus jeune enfant, 0 à 3 ans, alors là, ce n'est pas forcément en fonction du nombre d'enfants, mais là, on peut estimer ou imaginer que c'est peut-être aussi parce que c'est des familles jeunes qui n'ont pas commencé à gagner beaucoup et dans lesquelles la maman n'a pas recommencé à travailler à un taux d'emploi supérieur. Selon le nombre d'enfants, on voit là aussi que plus il y a d'enfants, plus le taux de pauvreté avant transferts sociaux est important. Maintenant, la politique sociale, par les transferts sociaux, réduit le taux de pauvreté. Vous voyez qu'elle le fait de manière importante pour tous les types de ménages, mais que malgré tout, il y a des types de ménages qui échappent un peu à la baisse totale du taux de pauvreté. Et ça, c'est de nouveau les mêmes types ménages monoparentaux. Suivante. Là, de nouveau, une comparaison internationale, parce que c'est intéressant comment se place la Suisse. La Suisse est là. L'Union européenne, la voilà. Et puis, vous voyez les types de ménages. Et quel type de ménage? Alors là, comme je vous le disais, on ne peut pas comparer directement le taux de pauvreté absolu. Ça, c'est le taux de pauvreté à 60% du revenu médian. Vous voyez que la Suisse se positionne assez bien avec une différentielle aussi qui est relativement faible. Madame Darbelay, vous vous levez. On arrive à l'heure. Oui. Et là, j'arrive au bout de mon exposé aussi. Suivante. Ça, en fait, c'est l'avant-dernière, mais la dernière, il n'y a pas de souci. Encore une comparaison internationale. Combien dépense la Suisse pour la fonction famille et enfants en fonction, en taux du produit intérieur brut? Et vous voyez que la Suisse est bien en dessous de la moyenne de l'Union européenne, 1,5%. Les pays qui sont encore en dessous, c'est les pays du Sud, Espagne, Portugal, Italie. Et on sait que la Suisse s'aligne plutôt sur ces pays-là en termes de soutien à la famille. Et tous les autres pays et voisins, Allemagne, Autriche, France, c'est plus. Suivante. Ça, c'est anecdotique, on peut la sauter. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question par rapport à ces aspects statistiques? Oui, excusez-moi, juste
concernant le taux de pauvreté avant et après les transferts sociaux, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus qu'est-ce que vous incluez dans le terme transferts sociaux? Oui, alors là, la liste, on va la retrouver. Avant et après transferts sociaux. Je vais tâcher de le retrouver. Je m'attendais à la question, j'espère que... Voilà. Indemnité de chômage, indemnité journalière, rente d'invalidité, premier et deuxième pilier, bourse d'études, allocation familiale, avance sur pension alimentaire, prestation d'aide sociale, réduction de prime d'assurance maladie, aide au logement public et privé et prestations d'autres institutions. En gros. S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier. Prenez un petit peu de douceur après cette intervention. Merci beaucoup.